Le cerveau est un univers resté longtemps méconnu, dont on ne cesse de découvrir les capacités, la plasticité, la complexité. Les diverses disciplines portant sur l'étude du cerveau sont regroupées sous le nom de neurosciences. Ces dernières décennies, leur essor a été considérable. Grâce à des outils de plus en plus perfectionnés, le cerveau livre les secrets de son fonctionnement, mais aussi de ses dysfonctionnements. Aujourd'hui, on sait intervenir sur un cerveau pour limiter les symptômes d'une maladie ou compenser un problème fonctionnel. Mais avec ces techniques, des questions surgissent, car toucher au cerveau n'est pas sans conséquences, ni sans poser de problèmes éthiques. Jusqu'où peut-on aller ? Où finit le soin, la médecine, et où commence l'homme augmenté, et avec lui le transhumanisme ? Et puis quelle place pour la fragilité, la vulnérabilité et la finitude qui caractérisent la condition humaine ? Faut-il chercher à les abolir, ou au contraire à les apprivoiser, et pourquoi pas à les considérer comme des expériences nécessaires à la vie et à la spiritualité ? Je m'appelle Véronique Alzieux, je suis journaliste, et vous écoutez Les neurosciences, repousser les limites ou les apprivoiser. Le sujet est complexe, et pour l'aborder, j'ai interrogé Laure Tabouy. Elle est docteure en neurosciences, elle a soutenu son doctorat en 2012 à l'Université de Paris-Cité, et puis elle a axé son travail sur l'éthique et la philosophie des sciences qu'elle enseigne à l'Institut catholique de Paris, tout en préparant un deuxième doctorat. Dans cet épisode, elle apporte un éclairage sur ce que l'on entend par neurosciences, en faisant un détour par l'histoire. Alors, les neurosciences sont depuis les années fin 60, début 70, une discipline académique. Les neurosciences, on n'appelle jamais la neuroscience, on dit les neurosciences avec un S, même en anglais, parce que c'est un pool en fait de différentes disciplines qui discutaient moyennement ou pas du tout avant les années 50, avant les années 40. En fait, les neurosciences, comme je disais, sont nées d'une fusion d'une dizaine, voire une quinzaine de disciplines, la neuroanatomie, la médecine, la neurochirurgie, la neurologie, mais également, du coup, la cybernétique. Et la cybernétique a donné naissance aux sciences cognitives, donc à l'étude de la perception, de la cognition, qui donne aujourd'hui la discipline académique des sciences cognitives, pour le coup. Et à partir des sciences cognitives, les neurosciences sont nées dans les années 60, à partir de programmes, en particulier par la DARPA, qui est un programme plutôt de l'Air Force, de l'armée américaine, qui se posait la question de comment est-ce qu'on pouvait étudier le cerveau à des fins plutôt militaires. Ce programme est devenu une discipline académique. C'est une discipline qui a un peu son commencement, son début dès la cybernétique, dès les années 40. Le début de la cybernétique où on s'interrogeait sur comment l'information cérébrale circulait au sein même du cerveau et est-ce qu'une machine pouvait penser ? La fameuse question de Alan Turing dans son papier de 1950. Comment est-ce qu'on pouvait simuler l'intelligence et la pensée dans une machine ? Est-ce qu'on pouvait réduire finalement la pensée et la conscience et l'intelligence dans une machine ? Alors pourquoi le cerveau ? Alors le cerveau, c'est pas né dans les années 40, l'étude du cerveau. L'étude du cerveau, elle est depuis l'Antiquité. En fait, la question centrale qui anime l'entièreté des neurosciences et l'entièreté de l'étude du cerveau depuis l'Antiquité, c'est comment articuler ce triptyque corps, âme, esprit. Depuis l'Antiquité, les philosophes de Hippocrate, Socrate, Platon se sont mouillés sur cette question-là. Et ce qui a vraiment donné un petit peu une accélération, c'est fin 18e, début 19e siècle, où au moment où les technologies ont commencé à arriver, où la microscopie, ou dans la neuroanatomie, on commence à ouvrir le crâne pour voir comment ça se passe réellement, qu'est-ce qu'était le cerveau d'une manière matière. Depuis Descartes, en fait, depuis la moitié du XVIIe siècle,
on se pose la question du corps, âme, esprit, de la dualité. Parce qu'on sent que le cerveau est le siège de la pensée. En fait, c'est ça. Si on prend un peu depuis Descartes et Leibniz et puis la métrie, mi-XVIIe siècle, on se frotte à ces questions-là, effectivement, du dualisme, corps, esprit, corps, âme. Où est le siège de la pensée? Où est le siège de la conscience? Avant qu'on puisse ouvrir le crâne et avant que les anatomistes ou la neuroanatomiste puissent, à partir de Vézal, puissent ouvrir le crâne des fins, en fait, pour pouvoir observer l'anatomie du corps humain tel quel, en fait, on pensait que le siège était plutôt le cœur, ou plutôt un fluide qui se baladait au sein même du corps. Le pivot a été vraiment, le changement de paradigme a vraiment été à partir de Descartes, de la métrie, où on a commencé à se positionner philosophiquement aussi, puis à séparer aussi cette question de corps-esprit, où la science finalement a pris aussi une tournure un peu... sans forcément faire appel à la religion, sans forcément faire appel à Dieu. La science est devenue finalement un peu indépendante de cette question de la croyance en Dieu, et elle a pris son chemin, ce qui est plutôt louable parce que ça a donné lieu à une certaine manière de réduire aussi la matière pour pouvoir l'étudier aussi. Donc on est sur un dualisme qui est, depuis Descartes, qui est très intéressant, qu'a pris aussi, que la science a pris. Et en même temps, mi-18e, 19e siècle, les technologies se sont affinées, la microscopie est arrivée, l'italien Gamio Golgi a développé une méthode d'imprégnation qui a permis de démontrer définitivement que notre système nerveux est composé de neurones. Ça, c'était mi-19e siècle. Et à partir de ce moment-là, on a pris un chemin assez intéressant où les neurosciences ont commencé à arriver sans dire le nom. À se déployer sans dire le nom. Évidemment aussi soutenu, aidé par des technologies de plus en plus pointues, poussées. Exactement. Je pense à l'apparition des IRM, des scanners. Avant l'apparition des IRM, il y a eu l'apparition en 1929 d'électroencéphalogrammes, de l'EEG. En fait, c'est ça qui a aussi démarré un petit peu ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les neurotechnologies, les interfaces cerveau-machine. Le début a été vraiment fin 19e, début 20e, où les technologies ont commencé à arriver, où on a commencé à détecter des ondes cérébrales, à regarder à l'intérieur même du cerveau, et où on sait... au même temps que Golgi, il y avait Paul Broca, qu'un anatomiste français qui a permis aussi de détecter une zone, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aire de Broca. En fait, les anatomistes, les neuroanatomistes, les neurosciences moléculaires, la génétique aussi, la biochimie, les neurosciences cellulaires aussi, ont commencé à arriver fin 19e, début 20e, avec toutes ces technologies. Et en fait, finalement, 1929-1930 a permis l'arrivée des électroencéphalogrammes qui se sont performés au fur et à mesure jusqu'aux années 40 et qui du coup sont arrivés un petit peu plus en médecine et qui ont permis des études sur le fonctionnement même et la structure même du cerveau. Et les neurosciences, la discipline académique qui sont aujourd'hui les neurosciences, sont vraiment l'étude de la structure et du fonctionnement même du cerveau, moléculaire, cellulaire, génétique, jusqu'au computationnel, au comportement. C'est vraiment un ensemble. Et puis, pour peut-être conclure ce premier épisode, Laure Tabouy, on découvre que le cerveau est inexploré jusque-là, malgré les approches que vous avez évoquées au cours des siècles. On découvre un monde. On découvre un monde, on va découvrir quelque chose d'inouï. On voit finalement, depuis les années 60, mais encore plus depuis les années 80, 1980, on commence à vraiment percevoir comment fonctionne le cerveau à l'intérieur. En fait, la structure même du cerveau à l'intérieur. Et donc, on fait aussi tomber certains paradigmes, certaines visions aussi philosophiques, croyances que l'on avait, parce que les technologies nous offrent la possibilité de pouvoir rentrer à l'intérieur même du fonctionnement du cerveau, et ça, c'est très précieux. Ce que nous offrent finalement les neurosciences aujourd'hui, c'est vraiment de percevoir comment fonctionne de façon matérielle le cerveau. Et ça, il faut vraiment écouter. Et on n'en est qu'au début.
On en est qu'au début, ouais. Quoi qu'en disent les neuroscientifiques, parce qu'on a envie que chaque découverte soit la découverte, on en est qu'au début. C'est la fin du premier épisode de cette série de podcasts consacrée aux neurosciences. On se retrouve pour le deuxième épisode pour évoquer les applications concrètes des neurosciences, toujours avec Laure Tabouy. À bientôt! Dans le premier épisode de cette série de podcasts, Laure Tabouy, qui est neuroscientifique et qui enseigne l'éthique à l'Institut catholique de Paris, nous a aidé à y voir plus clair sur ce que sont les neurosciences. Elle nous a également donné quelques repères historiques. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder la question des applications concrètes de ces technologies et de ce qu'elles permettent, notamment en matière de santé. Car au fond, c'est de là que naissent les principales questions éthiques posées par les neurosciences. De prime abord, les neurosciences sont vraiment là au départ pour voir comment fonctionne la structure, le fonctionnement, la structure du cerveau de manière physiologique, donc la structure du cerveau physiologique, mais aussi pathologique, c'est-à-dire comment le dysfonctionnement du cerveau entraîne aussi certains symptômes, certaines pathologies. Et donc aujourd'hui, les neurosciences s'insèrent vraiment dans les études des pathologies, du dysfonctionnement. Il y a vraiment des neuroscientifiques qui travaillent dans le fond pour savoir physiologiquement ce qui se passe dans le fonctionnement et sa structure. Donc quels sont les lobes, comment ça fonctionne, comment les régions cérébrales communiquent entre elles, comment est-ce que lors de fonctions cognitives telles que l'attention, telles que la vigilance, telles que la parole, la vision, les émotions, Le sommeil, comment ça fonctionne physiologiquement. Et puis à côté de ça, il y a donc des neuroscientifiques. Et à côté de ça, il y a des neuroscientifiques qui travaillent sur les dysfonctionnements pathologiques. Donc ça va de la maladie d'Alzheimer aux pathologies de Parkinson et du sommeil, ou alors le spectre autistique, le TDAH, l'épilepsie, la bipolarité, ou alors schizophrénie. C'est en fait, ou l'alcool, l'addiction. Il y a énormément de pathologies qui touchent le cerveau. La raison, c'est que tout passe à un moment donné par le cerveau. Le cerveau est la boîte noire de notre corps. Centre névralgique, c'est le cas de le dire. C'est le centre névralgique. Tout passe à un moment donné par le système nerveux central. Lorsqu'on parle du cerveau, on parle de système nerveux central et système nerveux périphérique. Le système nerveux central, c'est le cerveau dans sa boîte crânienne, qui est l'organe le plus protégé du corps humain, dans sa boîte crânienne, sous 4 couches de méninges et sous ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui protège tout le cerveau. Mais c'est le système nerveux central, c'est aussi toute la colonne vertébrale. Et la moelle épinière ? C'est la moelle épinière qui est protégée par les vertèbres. Et à partir de ce moment-là, on parle du système nerveux périphérique, qui sont tous les nerfs qui partent partout au niveau du corps humain, qui font la relation entre finalement tous les sens aussi, et tout le fonctionnement du corps et tous les fonctionnements des organes avec le système nerveux central. Donc il faut vraiment voir le système nerveux central et le cerveau, entre autres, qui fait partie du système nerveux central, comme quelque chose qui est vraiment partie intégrante du corps humain. Donc ces découvertes, ces recherches, elles ont l'objectif plutôt vertueux, a priori, de chercher des méthodes curatives, oui. Ou au moins de stopper le développement de certaines pathologies, de les comprendre, de les prévenir. De les prévenir, de les comprendre, de chercher à stopper si on peut stopper, ou alors à ralentir. La maladie d'Alzheimer, c'est le cas. On peut ralentir aussi la progression en détectant de plus en plus précocement les signes, ce qui nous permet de prendre en charge plus rapidement et donc que les personnes se dégradent moins. Est-ce que ça peut aller jusqu'à guérir certaines pathologies ou pas encore ? Oui, ça peut. Alors, on ne peut pas forcément parler de guérison lorsqu'on parle d'une maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, puisque ce sont des maladies neurodégénératives qui arrivent dans la vieillesse en général. Mais il y a
à la fin un peu la carotte de guérison, ou en tout cas de stopper la progression pour permettre à la personne de pouvoir continuer à vivre. Oui. Leur tabouille, tel qu'on le décrit là, c'est plutôt louable. Donc, comment et pourquoi les questions d'éthique interviennent-elles dans cette réflexion au stade où on en est ? Parce que lorsque on parle du fait d'aller comprendre le fonctionnement et la structure du cerveau au niveau physiologique et le dysfonctionnement pathologique du cerveau, ce qui est important et ce qui nécessite aussi de continuer vraiment toutes les recherches, et c'est vraiment important que ces recherches neuroscientifiques puissent continuer leur chemin maintenant. Il y a ces recherches-là font appel à des technologies pour pouvoir aller voir finalement le fonctionnement physiologique et pathologique du cerveau. Je m'explique, pour voir vraiment le fonctionnement, il nous faut des technologies qui rentrent à l'intérieur du cerveau. Et donc l'IRM, le scanner, les électroencéphalogrammes, les EEG dont on parlait précédemment, découvertes en 1929, sont des technologies qui nous permettent de rentrer à l'intérieur du cerveau et donc de visualiser, de l'observer. de l'observer. Et en fait, c'est là où ce qu'on appelle les neurotechnologies arrivent. En fait, début 2000, à peu près, on voit arriver une convergence entre ce qu'on appelle les neurosciences, donc cette discipline académique qui est faite pour travailler sur le fonctionnement et la structure du cerveau et voir son fonctionnement physiologique et pathologique, et avec une convergence entre ça, entre les neurosciences et puis tout ce qui est les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique qui commençait à poindre son nez. Elles n'étaient pas là où on en est aujourd'hui, mais dans les années 2000, on commençait à avoir une convergence qu'on appelle NBIC. C'est vraiment une miniaturisation des biotechnologies pour pouvoir s'intégrer, par les nanotechnologies, pour pouvoir s'intégrer à l'intérieur du cerveau et voir le fonctionnement. Et donc les neurotechnologies, comme on les appelle aujourd'hui, ce sont des technologies qui permettent aux neuroscientifiques de travailler sur le fonctionnement, voir le fonctionnement physiologique et pathologique du cerveau et sa structure. Et en même temps, ce sont des technologies qui permettent d'enregistrer donc des ondes cérébrales, mais aussi toutes les données cérébrales. Ce sont les ondes cérébrales, les données moléculaires, cellulaires, génétiques, anatomiques, fonctionnelles, mais elles permettent aujourd'hui d'intervenir sur le fonctionnement même du cerveau. Et donc c'est là que ça pose question ? Là où le pivot se fait. Pourquoi ça pose question ? Pourquoi ne pas intervenir sur le cerveau comme on interviendrait sur une jambe malade ? Eh bien parce que, on l'a dit au début de la première partie, le cerveau est, pour beaucoup de religions, pour beaucoup de spiritualités, pour beaucoup de cultures, le siège même de la conscience, de la pensée, de la personnalité, de la personne. Il y a une part de mystère qui reste aujourd'hui, et c'est ce lieu de friction, ce lieu de tension, ce lieu de frontière sur lequel les neurotechnologies et les neurosciences s'axent aujourd'hui. Et en tant que chrétien, ça peut être aussi le lieu, du coup, de la rencontre avec le Christ, avec Dieu. Ça peut être aussi la rencontre, comme le souligne Thierry Magnin, c'est au cœur même de la matière que l'on peut voir à travers les neurotechnologies et ce que nous offrent de voir les neurosciences, que cette rencontre peut se faire. En quoi le fait d'intervenir sur le cerveau, avec les technologies que vous avez décrites, pourrait altérer la capacité de l'homme à faire cette rencontre, à penser, à éprouver, à ressentir ? Pour répondre à votre question, il faut juste au préalable dire que agir sur le cerveau, c'est agir de façon globale. On n'agit pas que sur une zone, on agit sur l'ensemble du cerveau lorsqu'on agit sur un lieu particulier. Parce qu'on ne peut pas faire autrement ou parce que... Oui, parce que le cerveau est un réseau.
D'accord. C'est pas une commode à tiroir, c'est un ensemble qui communique avec l'ensemble. Les zones ne sont pas si délimitées que ça. Il y a effectivement des zones de la parole, les zones de la vision, certaines zones du cortex, certaines zones, les 5 lobes sont localisés, etc. Ça, c'est une réalité, mais il n'y a pas de frontière entre eux. Donc il faut voir vraiment ce qu'on appelle un réseau de neurones informatiques. Un neurone, qui est une unité de cellule du cerveau, va communiquer avec 10 000 autres neurones par le biais des synapses, par le biais de connexions synaptiques. Et c'est un mélange de communication chimique qui va devenir électrique, puis chimique. Et c'est vraiment une fusion de diverses communications qui peuvent être contradictoires les unes avec les autres. Donc impossible de toucher à un élément, à un point, sans En fait, altérer... on rêverait finalement les neuroscientifiques rêveraient de faire ça finalement, d'aller toucher à une zone précise sans que ça ait une répercussion sur l'ensemble. Or, le cerveau n'est pas du tout organisé de cette manière-là. Donc en fait, ce que l'on espère finalement avec les neurotechnologies comme les implants cérébraux, lorsqu'on veut viser sur une zone précise, on sait qu'on va forcément toucher d'autres fonctions cognitives qui peuvent être la parole, la pensée, la vision, qui peuvent être la personnalité, et donc l'affecter finalement la personne même. Un implant cérébral aujourd'hui, ça existe ? Oui, ça existe. Et ça sert à quoi, par exemple ? Ça existe. L'implant cérébral, il est commun, par exemple, dans les pathologies du Parkinson, depuis les années 70. C'est Clinatech, c'est à Grenoble qui a été mis en place tous les implants cérébraux, la stimulation cérébrale profonde, qui permet, alors c'est à boucle fermée c'était à boucle fermée jusqu'à présent, où c'est un implant cérébral qui est intégré par un acte chirurgical à l'intérieur même du cerveau, qui permet de modérer en fait les tremblements de la maladie du Parkinson et qui du coup est régulé via un pacemaker. C'est vraiment le système du pacemaker. On a observé que ça peut modifier la personnalité des personnes qui ont bénéficié, je ne sais pas s'il faut le mettre avec des guillemets ou pas, le mot bénéficier, Si. En de ces technologies. On peut le mettre... on peut même en bénéficier parce que c'est vraiment une neurotechnologie qui permet aux malades de mieux vivre. Mais pour répondre à votre question, oui, certains patients ont changé d'humeur, ont changé d'émotion, ont eu des émotions différentes. De là à dire qu'ils ont changé de personnalité, ça c'est une autre chose, mais il y a eu un changement d'humeur très net chez certains. C'est la fin du 2e épisode de cette série de podcasts consacrée aux neurosciences. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la tentation de l'homme augmenté et du transhumanisme. Jusqu'où repousser les limites ? Connaître le fonctionnement du cerveau, ses capacités, sa structure, pour soigner ou même pour guérir, c'est ce que permettent désormais certaines technologies très pointues. Mais jusqu'où aller quand on sait que les différentes zones cérébrales sont liées entre elles et que lorsqu'on touche à l'une, immanquablement cela a un effet sur les autres ? Et puis se pose la question d'application qui donc peut avoir avec le soin et dont l'objectif est l'homme augmenté, dont le transhumanisme vante les mérites. Laure Tabouy évoque ces questions dans le 3e épisode de ce podcast. Elle est neuroscientifique, spécialiste des questions éthiques qu'elle enseigne à l'Institut catholique de Paris. La question du transhumanisme, c'est vraiment une augmentation de l'ensemble des capacités physiques et cérébrales par le biais d'une augmentation génétique, cérébrale et corporelle. Donc c'est un ensemble. Et l'enjeu même du courant transhumaniste, c'est vraiment répondre à la question de la finitude de l'homme, en fait, à dépasser finalement
l'homme, à l'état actuel des choses, fini, n'a pas à être fini et donc doit dépasser, selon ce courant, cette finitude et cette mortalité pour devenir immortel et donc pour pouvoir continuer à vivre. Cette mortalité, cette limite, cette vulnérabilité qui fait partie de notre condition, ce serait une anomalie. C'est ça. En fait, si on va jusqu'au bout du courant transhumanisme, c'est ça. C'est vraiment une anomalie qui est incompréhensible parce que l'homme doit dépasser cette finitude, cette vulnérabilité, cette fragilité humaine. Les outils techniques, technologiques dont on dispose doivent contribuer, permettre à repousser ces limites qui font aussi la dimension parfois tragique de notre humanité, de notre condition. Totalement. L'enjeu est, pour le courant transhumaniste, c'est vraiment d'aller donner cette espérance finalement qu'on peut dépasser cette finitude, cette vulnérabilité et cette fragilité. Alors, aujourd'hui, ça passe par le domaine de la santé, du médical, parce que c'est cette porte un peu sacrée dans laquelle toutes les neurotechnologies rentrent aujourd'hui, parce que finalement, comment ne pas accepter finalement ces technologies si elles peuvent soulager des souffrances, améliorer le quotidien, permettre à des personnes tétraplégiques de remarcher comme des exosquelettes ou de réguler les tremblements ou les crises épileptiques. Les recherches en neurosciences et les neurotechnologies rentrent par ce biais-là. Cette espérance que l'on peut apporter aux êtres humains, à nos concitoyens qui souffrent de telle ou telle pathologie ou de tel dysfonctionnement. Et pourtant, ces questions entraînent des réflexions, voire des lois qui encadrent l'usage et l'utilisation de ces technologies. Pourquoi mettre des limites justement à cette volonté de dépasser les limites ? En fait, ça ouvre effectivement les questions éthiques et juridiques sur les recherches des neurotechnologies et les recherches des neurosciences. Parce qu'on touche au cerveau, qui est le lieu finalement même de la personnalité, des pensées, lieu de la conscience, qui, je l'espère, finalement restera un mystère, même en tant que neuroscientifique. J'espère que ça restera un mystère, parce qu'on touche finalement à l'intimité même de l'être humain dans sa singularité, dans son unicité. Et que toucher au cerveau, c'est finalement, si on dévie un peu de cette espérance que nous donne ce courant transhumaniste, qui est un peu caché et non caché, aujourd'hui c'est plus ou moins caché quand même aujourd'hui, mais ça peut permettre aussi de contrôler les autres, ça peut permettre aussi de manipuler aussi l'esprit des autres. Donc on a aussi un enjeu de démocratie derrière, un enjeu... Finalement, c'est un enjeu économique et politique. Et de liberté individuelle et collective. Oui, notre liberté individuelle par rapport à la liberté collective, la possibilité que l'on a d'être libre de nos pensées, de nos convictions. Nous sommes là, l'une en face de l'autre. On ne sait pas ce que pensent l'une et l'autre. Comment est-ce qu'on pourrait du coup s'adapter si on a accès à ces pensées ? Alors, on flirte avec la science-fiction, c'est fictionnel. On flirte avec Minority Report, Inception ou avec Black Mirror. C'est vraiment aller chercher la pensée de l'autre pour la maîtriser. Pour la maîtriser. Et en fait, c'est là où il y a vraiment on commence à voir les enjeux éthiques et juridiques arriver parce que on sent le danger. En fait, le mur n'est pas pris, le mur n'est pas là encore, mais les enjeux juridiques et éthiques commencent à se faire sentir parce que on voit en ces technologies, et en particulier depuis que les neurosciences et les systèmes d'IA convergent, que les neurotechnologies qui permettent de voir le fonctionnement et la structure même du cerveau dans les laboratoires et dans les startups et les entreprises sont connectés au système d'IA. Et donc en fait, il y a finalement la boucle fermée est devenue boucle ouverte avec un traitement des données qui du coup échappe aussi à la personne même donc il y a plusieurs questions. Il y a la question des données cérébrales, quelles sont-elles ? Quelles sont les significations ? Où est-ce qu'elles sont stockées ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, pour le coup, c'est pas encore axé. C'est très tentant.
d'arriver à maîtriser non seulement ça. c'est très tentant, mais c'est déjà ce que font Meta avec ses lunettes Ray-Ban, ce que fait Elon Musk avec Neuralink. En France, on a une start-up qui s'appelle Apps, qui a qu'une envie, c'est finalement d'aller capter les données cérébrales des gens pour permettre une augmentation cérébrale, sans limitation juridique et éthique. En fait, il faut comprendre que le cerveau est le dernier bastion sur lequel qui n'avait pas été exploré jusqu'à présent. Et c'est sur ça aujourd'hui que les recherches, les startups et que le courant transhumaniste en particulier s'engouffre. En fait, aujourd'hui, on a des recherches qui sont drivées par le technosolutionnisme, par des enjeux politiques et des enjeux économiques, des enjeux financiers, des enjeux de pouvoir, au sein même des comités d'éthique, au sein même des structures même qui sont censées gérer les réflexions éthiques, parce qu'il y a un enjeu financier, un enjeu de souveraineté aussi française. Il ne faut pas perdre la main, un enjeu aussi, sans parler des enjeux militaires derrière aussi, dont on ne parlera pas ici. Il y a des enjeux de pouvoir démocratique à différentes échelles qui rentrent en collision actuellement, française, européenne et mondiale. D'où la nécessité, pour en revenir à la question d'un encadrement éthique, juridique. Si on parle en France, on a la loi bioéthique 2021 qui a été promulguée le 2 août 2021 qui commence à intégrer les neurosciences, un peu les neurotechnologies par le biais de l'imagerie médicale, l'imagerie cérébrale, le big data et puis les intelligences artificielles dans le domaine de la santé. C'est vraiment la loi bioéthique, c'est vraiment le domaine de la santé. Donc en France, il n'y a pas de loi qui légifère hors santé aujourd'hui. Donc on a cette loi-là qui va être réouverte en début 2026. Les États généraux réouvrent en 2026. Donc tous ces enjeux-là vont arriver de plein fouet dans la société dès 2026. En Europe, en fait, on a eu en 2019 une recommandation de l'OCDE sur les neurotechnologies, dont l'application a donné lieu à une charte des neurotechnologies responsables française, inaugurée le 17 novembre 2022 par le ministère de la Recherche, et qui fait partie en fait d'un consortium qui a donné lieu à une charte des neurotechnologies européenne validée en mars 2025 par la Commission européenne. Cette charte-là et puis cette loi-là française, elles ont un biais, c'est que c'est très orienté, en tout cas la charte des neurotechnologies françaises est très orientée pour pouvoir intégrer toutes les entreprises et les industries, et donc il y a peu de réflexion éthique. Il n'y a même pas de réflexion éthique, philosophique. C'est très pauvre et encore moins théologique. Et puis, au niveau de l'Europe, donc, il y a cette recommandation de l'OCDE qui est importante pour le coup. Et puis, au niveau mondial, on va avoir une recommandation qui va être adoptée fin octobre, début novembre 2025 par l'UNESCO, lors de la 43e Assemblée générale de l'UNESCO, sur une recommandation mondiale au niveau des neurotechnologies, qui a été travaillé pendant plus d'1 an et demi. Je fais partie du groupe de travail de la délégation française de l'UNESCO qui a travaillé sur ce texte-là pendant 1 an et demi. Et donc là, on va arriver avec diverses couches de gouvernance des neurotechnologies, mais qui ont un angle mort, qui est une absence finalement de réflexion, une absence où on essaye de lisser en fait, au maximum pour aller au consensus. Et en allant au consensus et en fait en lissant, on oublie les caractéristiques culturelles, spirituelles, la philosophie. Et en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est peut-être là où les chrétiens peuvent aussi agir. J'aimerais qu'on termine cet épisode, Laure Tabouy, avec une question qui nous fait faire peut-être un petit pas de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les neurosciences permettent d'expliquer les émotions, les ressentis, la pensée, la conscience, la volonté, tout ce qui caractérise l'humain?
Alors, les neurosciences, elles vont apporter des éléments de réponse sur le plan du fonctionnement et de la structure de ces fonctionnements cognitifs, effectivement. De la conscience, de la pensée, comment est-ce que ça se matérialise, comment est-ce que les informations véhiculent dans le cerveau, quand on est conscient de quelque chose, les études sur les EMI, et puis les études des personnes dans le coma, des personnes qui sont dans un syndrome de l'enfermement. Ça permet de communiquer avec des personnes qui n'ont pas de communication physique avec le reste du monde. Ça nous donne des informations matérielles. Et ça, c'est précieux. En revanche, dire que ça, c'est la conscience et que la conscience, c'est non. Dire que tout ce que l'on voit à travers les neurotechnologies, l'IRM, les EEG, tout ce que nous donne de voir les neurosciences de façon matérielle, ce n'est que ça. C'est vraiment une vision réductionniste matérialiste. Réductionnisme, on en a besoin, parce que la science a besoin de réduction pour pouvoir étudier. Et ça, c'est pas un mal et il le faut, en fait. Matérialiste, c'est plus... Matérialiste, ça pose question. Ça veut dire que tout ce que l'on voit n'est que ça. C'est l'histoire même des neurosciences françaises. Donc, c'est Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehaene qui prônent finalement un matérialisme assez radical, même si c'est pas radical en soi, mais il faut comprendre que la vision réductionniste matérialiste que nous donnent les neurosciences et les neurotechnologies doivent être retraversées aussi par une vision aussi chrétienne et théologique, avec une confrontation spirituelle et spirituelle. Voilà, toute la spiritualité derrière, qu'est-ce que ça veut dire finalement de l'homme. C'est une question de dialogue là qui est importante. Exactement, il faut mettre en dialogue les neurosciences et la spiritualité, tout en se disant que ce que nous offrent les neurosciences aujourd'hui est précieux. C'est la fin du 3e épisode de cette série de podcasts consacrée aux neurosciences. On retrouve Laure Tabouy dans le 4e épisode de cette série où on parlera de l'anthropologie chrétienne. Dans lequel on parlera de l'anthropologie chrétienne. Bienvenue dans le 4e épisode de ce podcast « Neurosciences, repousser les limites ou les apprivoiser ». Dans les épisodes précédents, Laure Tabouy, qui est neuroscientifique, a expliqué ce que sont les neurosciences et leur histoire, leurs applications concrètes, mais aussi les enjeux et les questions éthiques qu'elles soulèvent. Car on l'a vu, à l'heure où l'on parle de transhumanisme ou d'homme augmenté, les neurosciences nous mettent face à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'homme ? Cette question est donc fondamentale et infiniment complexe, mais j'ai tout de même demandé à un théologien d'essayer d'y apporter quelques éléments de réponse pour conclure cette série de podcasts. Jacques-Benoît Raucher est dominicain, il enseigne la théologie morale à l'Université catholique de Lyon. Moi, je répondrai à cette question « Qu'est-ce que l'homme ?» qui est une question évidemment vaste, en m'appuyant peut-être un peu sur ma propre tradition dominicaine et notamment sur celle de saint Thomas d'Aquin, qui en gros décrit l'homme comme étant pris en tenaille entre deux règnes. Il est un animal, donc il est proche des réactions qui peuvent exister en animal, mais en même temps il est doué d'une intelligence qui le rapproche, d'après saint Thomas, du règne angélique. Et donc Thomas le décrit, je trouve que c'est assez parlant, comme un peu pris en tenaille entre le règne animal et le règne angélique. Et en fait, se situer correctement dans son humanité, c'est se situer ni jamais du côté de l'animal, ni non plus en se rêvant comme un ange. Et j'aime bien cette tension qui, à mon avis, caractérise bien qu'est-ce que l'homme, justement. Alors, une des définitions que l'on peut donner de l'homme, si on s'appuie sur la tradition, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'homme soit créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il existe en lui cette marque de Dieu qui l'invite justement à travailler. C'est une des dimensions de cette image de Dieu,
c'est de travailler son environnement. Quand Dieu place Adam et Ève dans le jardin, il les invite à travailler ce jardin pour l'améliorer. Le travail n'est pas une condamnation qui nous viendrait de la chute. Le travail est quelque chose qui nous fait justement image et ressemblance de Dieu, qui nous permet de parfaire, par notre effort quelque part, l'œuvre de la création de Dieu. Et ça, c'est une très belle vocation, mais on est toujours à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas Dieu nous-mêmes. Et là est la tension, je pense, qui se situe toujours, et on le voit dès les premières pages de la Bible. Essayer d'être à la hauteur de cette vocation qui est d'être à l'image de Dieu, sans nous rêver d'être Dieu nous-mêmes, en nous plaçant justement dans cette bonne dépendance qui est la dépendance à Dieu. Qu'est-ce que c'est cette tentation dont vous parlez? Cette tentation, c'est de se dire, au fond, je peux être mon propre auteur, je peux être l'auteur finalement de ma propre vie, et je peux me passer à un moment donné de Dieu. Et je pense que cette tentation, elle est très importante, c'est-à-dire dire mes compétences, qu'elles soient techniques, qu'elles soient philosophiques, à un moment donné, vont me faire oublier que je dépends fondamentalement d'un autre qui est Dieu. Et si j'oublie ça, je risque d'oublier aussi ma dépendance, encore une fois, à l'égard des autres êtres humains. Et du coup, je vais faire de ma capacité technique et de mon génie quelque chose qui va, au fond, me servir à servir les autres, en fait. Alors cette humanité, elle est aussi caractérisée par des fragilités, des faiblesses, une vulnérabilité, et puis la finitude, elle est mortelle. Et elle en a conscience. Est-ce que c'est ce qui fait aussi sa particularité et qui est propre à l'humain? Oui, tout à fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier ou à vouloir nier quand on est un être humain. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité à se dépasser qui est extraordinaire chez l'homme et qui lui permet de conquérir par sa pensée, par sa raison, beaucoup de choses qui lui permettent de se détacher justement de la condition animale un petit peu la plus basique. Mais en même temps, il y a ce risque aussi de dire à un moment donné, je veux être sans limite. Donc, pour le dire vite, repousser ses limites, c'est toujours quelque chose de bon. Se rêver sans limite, c'est quelque chose de dangereux pour l'homme. On est par notre nature même limité, par notre corps d'abord. C'est-à-dire notre corps, il évolue, il vieillit, parfois il est malade. On est limité aussi dans notre capacité à connaître, c'est-à-dire on ne comprend pas tout de suite. Il nous faut du temps parfois pour comprendre quelque chose. Il nous faut nous appuyer sur les autres parce que d'autres nous ont transmis des éléments que eux ont explorés. Il faut nous appuyer sur nos sens qui parfois peuvent nous tromper, mais qui en même temps sont extrêmement importants pour pouvoir connaître. On est toujours un petit peu soumis, je pense, à cette finitude qui nous caractérise. Oui. Mais pourquoi consentir à dépendre d'un autre? Pourquoi ne pas chercher une autonomie, une indépendance qui fasse qu'on se suffit à soi-même en quelque sorte? Parce que je pense que dépendre d'un autre, c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans notre nature. Donc, alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu tautologique quelque part, mais je crois qu'il y a quelque chose de profondément inscrit en nous, de voir, alors pardon, je vais reciter saint Thomas, hein, mais Thomas d'Aquin, je trouve, a cette belle manière de dire que l'homme, il est à la fois un animal rationnel, donc un peu au-dessus de l'ensemble des créatures par la puissance quelque part de son intelligence, mais c'est en même temps un animal dépendant. Et il le prend de façon très, très concrète en disant, si vous mettez en substance un bébé ours et un bébé homme dans la nature, l'homme, il est naturellement doté d'assez peu de choses. Il n'a pas de pelage, il n'a pas de griffes, il n'a pas de dents qui lui permettent de se défendre. Mais ce qu'il a, c'est non seulement son intelligence, mais sa capacité de vivre avec d'autres. Et c'est le fait qu'il accepte au fond de partager ses compétences avec d'autres et de les répartir avec le groupe qui fait qu'il est extrêmement fort. Donc notre force comme être humain, quelque part, elle vient de l'acceptation de notre dépendance qu'on peut avoir des autres membres du groupe. C'est dans un sens une fragilité, mais une fragilité qui fait partie de notre condition humaine. Et je dirais l'acceptation de cette fragilité, elle fait notre grandeur. J'ai été très étonné, par exemple, en notant que des ethnologues, par exemple, avait noté on avait un jour posé à un ethnologue la question de quand est-ce qu'il date l'apparition de l'humanité, hein, auprès des premiers hominidés un peu primitifs. Et il avait eu cette réponse étonnante quand on a vu les premières fractures réparées sur des squelettes. Et on se disait pourquoi? Il a dit tout simplement parce que ça montre, pour qu'une fracture se répare, il faut du temps.
Et ça montre que le groupe était suffisamment organisé pour protéger la faiblesse d'un de ses membres, pour prendre en compte la faiblesse d'un de ses membres qui avait une fracture, et faire en sorte que cette fracture prenne du temps pour se réparer. Donc il disait ce qui caractérise l'humanité, c'est justement cette capacité à se dire je ne me débarrasse pas de l'animal le plus faible du groupe, mais je le prends en compte, je le prends en considération pour faire en sorte que sa faiblesse puisse être réparée et dans un sens dépassée. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer que les neurosciences, frère Bernard Rocher, finalement sont dans la continuité de ce mouvement qui consiste à prendre soin de l'autre? Ben, je l'espère en tout cas. Mais pour qu'elle le soit, je pense qu'il faut qu'elle tienne cette tension, c'est-à-dire d'être toujours sur la brèche pour avancer toujours plus loin et faire en sorte qu'on puisse soigner le mieux possible, qu'on puisse faire en sorte qu'on dépasse toujours les limites qui sont imparties à notre humanité, et en même temps qu'on n'oublie pas non plus cette dépendance et cette faiblesse qui nous caractérisent. Et je pense que les deux sont importants, c'est-à-dire d'aller toujours plus loin dans la possibilité de se dépasser, mais en même temps en se disant qu'on ne sera jamais tout puissant et que pour tout ce qu'on n'a pas encore pu dépasser, il faut aussi qu'on puisse penser comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on accepte tout ce qui est la faiblesse et la dépendance des personnes, par exemple, qui n'ont pas pu encore bénéficier des progrès technologiques ou de tous les champs qui n'ont pas encore été traités par ces neurosciences. Mais consentir à la fragilité et à la maladie, par exemple, pour certains, ça peut apparaître comme un scandale. Est-ce qu'il n'est pas naturel de vouloir repousser les limites sans cesse? Tout à fait, mais je pense que c'est très utile de se dire, et c'est une énergie qui, moi comme théologien, je dirais vient de Dieu, hein, cette énergie qui nous dit on a envie de repousser les limites. Mais il y a aussi des limites sur lesquelles on bute au quotidien et des limites sur lesquelles on sait qu'aujourd'hui on bute. Alors celle-ci, il ne faut pas non plus qu'on se dise on va faire comme si elle ne devait pas exister. Je pense par exemple à des limites qui sont liées à la maladie, qui sont liées à la connaissance, qui sont liées à certains types de handicaps hein, qu'aujourd'hui on ne dépasse pas. Hein. Par exemple, une personne qui naît avec un handicap, voilà, un handicap moteur, dont on n'a pas de solution forcément pour améliorer son quotidien, ça va être quelque chose qui est évidemment douloureux à vivre pour cette personne et son entourage, mais en même temps, c'est une ouverture aussi sur un autre type, on pourrait dire, de relation qui nous renvoie chacun à des faiblesses qu'on peut connaître dans notre humanité. Et on a quand même des témoignages forts de personnes qui vivent au contact de personnes handicapées ou de personnes handicapées elles-mêmes, hein, qui nous disent au fond, on est un peu un témoin des faiblesses que vous connaissez, même si elles sont moins visibles, même si elles sont moins marquées hein, dans votre quotidien. Donc je pense qu'il y a cette bonne tension à garder, essayer de repousser toujours le plus possible les limites, mais savoir aussi les accueillir quand on ne peut pas les repousser. Parce que sinon, il y a quelque chose qui serait dangereux de se dire, on verrait dans la personne qui est malade, par exemple, simplement un échec de la science. Une personne malade n'est pas juste un échec de la science, c'est une personne aussi qui est là pour nous dire, il y a quelque chose de différent qu'on peut vivre avec tout un chacun qui se présente à nous. Une dignité qui fait que tout être humain, qui soit bien portant, malade, qui soit très intelligent ou qu'il ait une intelligence qui soit développée autrement, c'est quelqu'un qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, quel qu'il soit. C'est parfois un mystère de regarder cette ressemblance de Dieu chez des personnes qui apparemment nous semblent marquées hein, par toute une série de limites. Et je crois encore une fois que c'est quelque chose qui nous montre que cette dignité, elle n'est pas toujours non plus selon uniquement nos critères humains. Vous parliez tout à l'heure du risque de se prendre pour Dieu. Est-ce que Alors, les technologies se développent à une vitesse folle. Certaines choses dont l'homme est capable aujourd'hui étaient, il y a encore quelques décennies, purement de la science-fiction. À quelle réflexion est-ce qu'elle doit conduire? Sur ces nouvelles technologies qui se développent à une vitesse effectivement vertigineuse, je pense qu'il faut avoir une attention permanente. C'est, à mon sens, le bon terme. Parce qu'il ne faudrait pas tomber dans cette espèce de crainte qu'on peut voir se manifester aujourd'hui pour la technologie, en se disant trop vite, on vivait plus tranquille avant. Hein. C'est pas vrai. Encore une fois, il y a des progrès extraordinaires qui sont faits, qui permettent de changer profondément la vie des gens. Et ça, il faut s'en réjouir d'abord. Mais ensuite, c'est vrai qu'il faut avoir une attention, notamment pour ne pas tomber dans une espèce de fascination pour son propre pouvoir, quelque part, et pour le pouvoir que la technologie nous donnerait. Au fond, on ne doit pas rougir d'être un être humain qui reste et qui restera toujours limité.
Saint Augustin avait acquis beaucoup de connaissances avant sa conversion, il avait même lu les évangiles, et il disait pourtant, c'est pas ça qui a fait que je me suis converti. Il a une très belle formule en disant, je connaissais, je savais, mais à cette époque, je ne pleurais pas. C'est-à-dire, il disait, c'est pas parce que j'avais accumulé des connaissances que j'étais rentré dans cette sagesse qui me caractérise. Je suis rentré dans cette sagesse à partir du moment où j'ai eu non seulement ces connaissances, mais en même temps la capacité d'assumer ma faiblesse qui me faisait pleurer. Et je trouve que c'est une très belle expression de la part d'Augustin, ça. Parce qu'on sait que c'est un grand savant, mais un grand savant qui ose dire je pleure parce que je bute aussi sur mes limites. Et ça, je pense que c'est ce qui distingue finalement un pur connaissant et le vrai sage. Et je pense qu'on est tous appelés à devenir des sages, c'est-à-dire des personnes qui vont le plus loin possible dans leur maîtrise des connaissances et des techniques, mais qui savent aussi pleurer sur toutes les limites sur lesquelles elles-mêmes et l'humanité butent. Et ça, je pense que ce deuxième aspect, on risque de l'oublier aujourd'hui en se disant nos limites et nos incapacités sont un scandale. Non, c'est pas un scandale, ça fait aussi partie de qui on est. Alors dans les évangiles, on voit Jésus qui guérit. Il permet à des paralytiques de se lever et de marcher. Il redonne la vue à des aveugles, l'ouïe à des sourds. Est-ce qu'on pourrait considérer que les neurosciences ont pris le relais des miracles de Jésus qui nous sont relatés dans les Écritures? Oui, le génie de l'homme est en un sens une manifestation des miracles que Dieu permet de faire. Et je pense qu'il ne faudrait pas trop voir le miracle uniquement comme une intervention quasi directe de Dieu, hein. Dieu aime bien utiliser des médiations, et parfois, oui, le scientifique est une médiation, qu'il le sache ou non, de Dieu qui accomplit des miracles. Donc les progrès de la science, en un sens, sont un petit peu des miracles que Dieu permet à l'homme de faire pour pouvoir repousser au loin les maladies que Jésus guérit et puis qui parfois sont guéries par Dieu directement encore aujourd'hui. En même temps, dans les évangiles, Jésus ne guérit pas tout le monde. Et il y a quelque chose de scandaleux si on se dit ça, hein. Le Fils de Dieu vient sur terre et il guérit quelques personnes dans un petit coin reculé de l'Empire romain. Mais je crois qu'il faut tenir cette tension. C'est que Jésus, quand il vient pour annoncer le royaume. Mais le royaume, il est pleinement établi quand Jésus va venir dans la gloire. Et on est encore dans cette tension aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des petites manifestations du royaume ou des manifestations du royaume plus conséquentes qui sont peut-être les guérisons, les grands moments de grâce qu'on peut vivre et peut-être les progrès aussi que l'homme peut faire par le génie que Dieu lui a donné de développer. Mais en même temps, toutes les maladies, toutes les souffrances ne seront véritablement guéries que quand le Christ reviendra en gloire. Et je crois que ça, c'est la condition du chrétien, hein, d'être dans le déjà là et dans le pas encore là. Et je pense que ce qui n'est pas encore accompli de ces guérisons, c'est ce qui peut nous faire crier que ton règne vienne. C'est d'ailleurs la devise des assomptionnistes, que ton règne vienne. Donc c'est une belle devise. C'est quelque chose qui nous fait espérer le royaume aussi quand on est confronté au fait que notre génie humain il ne peut pas régler tous les problèmes encore. Et c'est ce qui nous fait nous en remettre au seul sauveur qu'est le Christ. Pour terminer cet entretien, frère Bernard Rocher, j'aimerais savoir comment vous entendez, vous, les mots de transhumanisme et d'homme augmenté. L'homme augmenté, c'est pareil, je pense qu'on peut l'entendre en tension. Il y a quelque chose de bon, hein, de se dire on augmente notre humanité par notre propre génie. On dit souvent que la Bible commence dans un jardin et termine dans une ville, comme pour dire que Dieu ne nous fait pas revenir à la case départ. Ce à quoi il faudrait faire attention, c'est que l'homme augmenté ne devienne pas finalement une espèce de caricature de ce qui fait notre humanité, encore une fois. Moi, ce qui me fait peur parfois avec cette idée d'homme augmenté, c'est que ce ne soit pas simplement une personne augmentée, mais que ce soit un individu augmenté, qui finisse par se dire qu'il n'a pas besoin des autres. Et ça, ce serait pour moi une vraie négation de ce qui fait l'humanité. C'est la fin de cette série de podcasts consacrée aux neurosciences. Merci à Laure Tabouy d'avoir accepté d'y participer, elle qui est neuroscientifique et qui enseigne l'éthique à l'Institut catholique de Paris. Merci également à Jacques-Benoît Raucher, dominicain, qui enseigne la théologie morale à l'Université catholique de Lyon. Cette série de podcasts a été réalisée par Véronique Alzieux pour l'Université européenne assomptionniste.